lance à l'instant. Donc, bienvenue tout le monde. Nous sommes aujourd'hui, en fait, là pour discuter de la rédaction d'articles universitaires dans des revues académiques. Je vais être là, en fait, pour répondre à vos différentes questions, vous présenter les grandes lignes de comment rédiger différents articles aussi, dans la forme, le contenu, la structuration, puis vous donner peut-être des trucs, des stratégies pour permettre de bien cibler les revues utiles à votre champ de recherche. C'est une petite formation qu'on m'a demandé de faire, entre autres, dans le cadre du stage de recherche du CRITS, donc le stage de recherche pour les étudiants et étudiantes de deuxième année de maîtrise. Mais c'est une formation qui est utile, je pense, pour les cycles supérieurs de façon large, les gens à la maîtrise, au doctorat, puis peut-être même pour les gens qui sont au premier cycle universitaire qui voudraient se familiariser avec la publication scientifique. Ce que j'ai prévu, en fait, je vais vous partager mon écran à l'instant. Ça consiste en différents éléments sur comment écrire des articles académiques. J'ai essayé de faire ça assez introductif, donc de ne pas faire quelque chose de trop complexe, mais on peut aller peut-être en complexifiant. Puis si vous allez beaucoup plus loin, n'hésitez pas à poser vos questions pour que je puisse vous offrir des réponses plus concrètes. J'ai prévu la prochaine heure pour faire ça. Je ne vais pas discuter pendant une heure au complet. Là, on va se laisser du temps pour pouvoir échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions dans le chat ou bien vous pouvez lever la main également. Est-ce que ça vous convient si je me lance à l'instant? Ça, super. Le plan de la séance d'aujourd'hui, comment articuler votre idée, structurer votre article, écrire un bon paragraphe sur comment écrire. Je ne vais pas prendre trop de temps pour ça, mais il y a des trucs de base que je voudrais vous transmettre ici. Et vous parler aussi de l'écosystème des publications des revues universitaires. Donc, vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, c'est quoi les différentes étapes du processus d'édition, quelles sont les choses à faire, à éviter, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu le contenu de la présentation d'aujourd'hui. Euh, c'est des choses qui vont peut-être sembler évidentes pour certaines personnes. Donc, peut-être ça va être des trucs que vous dites, ah, j'y avais pas pensé. C'est vraiment pour vous structurer en vue d'écrire dans des revues universitaires, mais à d'autres endroits aussi. Donc, je vais me concentrer un peu plus sur le monde revues académiques, scientifiques et autres, mais on va pouvoir discuter d'autres formes aussi qui peuvent être également utiles, puis qui sont souvent davantage lus aussi quand elles ne sont pas dans la sphère purement des articles révisés par les pairs. Je vais me lancer à l'instant. Donc, pour écrire quelque chose, il faut avoir des idées. Donc, ça a l'air un peu évident. Il faut commencer par dire comment je trouve une idée de quelque chose à dire. Est-ce que j'ai quelque chose de nouveau à apporter? Est-ce que j'ai une contribution à amener dans le champ de la recherche? Donc, pour pouvoir faire ça, les quelques remarques qu'il faut amener, en fait, avant de vous lancer dans l'écriture, soit on se lance sur une page blanche, mais on s'est pas posé des questions essentielles avant de se mettre à écrire. Donc, ce qui est important, c'est de cibler des intérêts de recherche, d'une part. Donc, d'être capable de savoir c'est quoi les sujets, les questions qui vous passionnent, vous intéressent. Écrire, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend un peu de courage, de persévérance aussi. Donc, si c'est un sujet qui vous ennuie ou qui vous intéresse plus ou moins, ou que vous faites ça juste par obligation parce que c'est un travail dans un cours, puis vous n'avez pas de motivation à écrire quelque chose de plus substantiel, puis de faire toutes les démarches de trouver les bonnes revues pour le publier, puis ce qui va venir avec, vous risquez d'être un peu découragé par la suite. Donc, pour ça, j'ai pas de truc utile pour dire c'est quoi vos propres intérêts de recherche. Vous êtes à même peut-être de deviner un peu c'est quoi les questions, les sujets, enjeux qui vous touchent, que vous trouvez utiles, pertinents pour la société. C'est quoi les problèmes que vous cherchez à éclairer, résoudre. Donc, ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Moi, je m'intéresse aux enjeux de démocratie, d'écologie, de ci, de ça, mais on parle souvent d'idées très larges. Mais après, pour écrire, comme vous le savez peut-être, on peut pas juste dire, ah, je vais parler des enjeux de discrimination, de façon très, très générale ou abstraite. Il faut être capable de se concentrer après sur quelque chose de plus précis. Et c'est là qu'on vient à devoir examiner la revue de littérature sur ce qui existe, ce qui a été déjà publié. Donc, on peut souvent arriver à faire un genre de tempête d'idées dans un vase clos, mais si on n'a pas été voir ce qui existe déjà, qui a été publié sur le sujet de recherche qui nous intéresse, on risque de réinventer la roue ou d'écrire quelque chose qui a déjà été écrit ailleurs. Donc, c'est important, je dirais, de se situer dans le domaine de recherche qui nous intéresse. Et là, des fois, avec un même enjeu. Si on parle, par exemple, de la question, je sais pas, la question
des formes de démocratie qui existent. Alors là, on peut l'aborder d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, avec une grille d'analyse interdisciplinaire. Il y a plusieurs façons possibles d'aborder cet enjeu-là. Donc, on doit voir en fait, donc, c'est quoi notre propre discipline ou angle d'attaque par rapport à ce sujet-là? Qu'est-ce qui a été écrit sur le sujet? Et après ça, d'être capable d'identifier ce que vous avez peut-être appris dans vos autres cours de construction d'un objet de recherche, c'est trouver le gap dans la littérature. C'est quoi les angles morts, lacunes, des choses qui n'ont pas encore été dites? Donc, est-ce qu'il y a un enjeu peut-être qui est tombé dans un angle mort ou qui n'a pas été encore observé ou qui n'a pas été étudié ou approfondi, qui a été peut-être effleuré dans un article, dans un livre ou dans tel enjeu, mais qui n'a pas encore été amené? Et il faut être capable d'identifier puis être capable de cerner qu'est-ce qui existe dans ce champ de recherche d'études qui vous intéresse, vous. Puis des fois, on parle de champ d'études, c'est un peu général parce que des fois, il y a des champs qui sont imbriqués dans des champs plus larges. Et il y a un même objet qui peut être à l'intersection de plein de domaines de recherche différents. Puis ça, c'est un élément qui est intéressant. Des fois, vous avez de la recherche faite d'un côté, de l'autre, mais il n'y a pas de discussion, de dialogue, de mise en commun des deux éléments de recherche ensemble. Donc, votre contribution, ça peut être justement de mettre en lien deux éléments qui ont été discutés en quelque sorte en vase clos, puis les mettre ensemble de ce côté-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais c'est vraiment de mieux connaître, vous situer dans votre champ de recherche. Puis pour faire ça, c'est quoi les trucs? C'est de lire. Donc, d'aller, puis je vais vous montrer après c'est quoi les sources, les voies possibles, mais c'est de lire des articles, d'aller explorer sur Google Scholar, d'être capable, en fait, d'aller voir la bibliothèque ou aller sur Google ou à différents endroits sur des moteurs de recherche, aller à la bibliothèque et commencer à naviguer dans votre champ d'études ou sur un sujet de recherche qui n'est pas nécessairement lié à votre thèse, mais qui pourrait être complémentaire, puis de faire beaucoup de recherches de ce côté-là. C'est avec cette fréquentation intime avec la littérature qu'on peut se situer, s'orienter davantage, puis être capable de savoir ce qui manque, qu'est-ce qui est intéressant, sur quoi on peut approfondir des choses par la suite. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est un peu la base ici. L'autre élément qui vient juste après, c'est de vous poser en fait la question, une fois que vous aviez peut-être identifié certains manques ou lacunes dans la littérature, c'est quoi les idées, les thèses, arguments ou les angles d'analyse que vous pouvez amener qui permettraient d'amener une forme de contribution originale, donc qui est à la fois utile, pertinent, qui permet de faire avancer la recherche un peu dans la littérature existante. Vous pouvez décider peut-être d'aborder un enjeu sans vous mettre en lien avec ce qui existe déjà, mais je dirais que c'est plus risqué. Puis de toute façon, dans votre argumentation, vous allez devoir donner des justifications, des exemples, citer d'autres gens. Donc, vous n'aurez pas le choix de vous mettre en discussion, connexion avec ce qui a déjà été écrit pour montrer en quoi votre approche est différente ou originale. Sur cet élément-là, c'est pas besoin d'être hyper, je dirais, excentrique, révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de réinventer un champ complet d'études. Vous pouvez juste amener quelque chose de légèrement différent, qui n'a pas été encore abordé, qui est une forme de pierre supplémentaire dans cet grand édifice de la connaissance qui a été amenée. Donc, pas besoin d'être, je dirais, hyper original, créatif, de sortir complètement des sentiers battus. Si vous avez une hyper contribution, hyper originale qui va bouleverser votre champ, votre champ disciplinaire, tant mieux. C'est rare que ça arrive, mais si vous êtes capable de le faire, tant mieux. Mais sinon, ça peut être tout un petit ajout, quelque chose qui est une valeur ajoutée, qui va faire en sorte que d'autres gens vont vous lire, en fait. Donc, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que les gens iraient lire ce que j'ai à écrire par la suite? Donc, il y a comme cette idée-là qu'il faut avoir en tête. Donc, ça, c'est un peu comment trouver votre idée. Donc, moi, je pars de ce qui existe, puis j'essaie de trouver quelque chose de différent. Ou des fois, vous êtes dans la douche, vous pensez à quelque chose, puis là, c'est juste ensuite que vous dites, ah oui, peut-être que ça a été écrit ou ça n'a pas été écrit. Vous allez faire votre recherche, puis vous dites, ben non, ça n'a pas été écrit. Fait que vous avez quelque chose d'original qui est né un peu dans votre tête. Puis après ça, vous allez devoir la mettre en discussion, dialogue avec ce qui existe. Donc, je regarde ici, il y a comme une faute ici dans ma présentation visuelle. Pour aller voir ce qui existe déjà, je vous conseille d'aller sur Google Scholar, qui est une des sources, des bases de référence extrêmement utiles. Il y en a une autre qui s'appelle JSTOR, J-S-T-O-R, mais qui est, je dirais, qui est un peu plus ancienne, que des articles universitaires qui sont intéressants, mais c'est souvent pas à accès ouvert, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Google Scholar, vous avez une base, puis je vais vous montrer comment après l'utiliser un peu. Vous pouvez choisir articles publiés depuis 2016, depuis la dernière année. Vous pouvez mettre différents critères, paramètres puis aller voir quelle est la recherche qui a été faite par rapport à ça.
Ce qui est intéressant, c'est de pas juste dire des mots larges, comme par exemple démocratie. Donc, soyez vraiment plus précis. Donc, disons démocratie participative en milieu urbain. Vous pouvez utiliser des mots comme et, ou, alors, ou and or not. Puis, allez voir aussi dans la littérature dans différentes langues. Donc, si vous êtes francophone ou vous publiez en français, vous pouvez faire ça. Mais aller voir ce qui se fait en anglais peut être utile. Puis parfois, ce qui existe en anglais n'a pas été amené dans la littérature francophone. Fait que vous pouvez faire des jeux comme ça, d'amener des contributions originales dans une langue vers une autre aussi. Donc, ça, c'est une forme de contribution originale. Si vous êtes trilingue, vous parlez espagnol ou d'autres langues, allez voir anglais, français, allemand, espagnol. Si vous êtes capable d'être multilingue, tant mieux, parce que là, il y a plus d'auteurs, d'autrices à utiliser. Puis ça permet de vraiment d'aller voir ce qui a été écrit à différents endroits. Donc, ça, c'est des choses de base. Autre élément important, donc, avoir accès à Google Scholar ou à des moteurs de recherche de revues si vous y allez à travers la bibliothèque universitaire. Si vous êtes situé à l'Université Saint-Paul ou si vous êtes de chez vous, mais vous voulez avoir accès à toutes ces ressources-là, je vais vous donner un lien par la suite. C'est des VPN. En fait, c'est un Virtual Private Network qui vous permet en fait d'avoir accès aux ressources universitaires à distance. Donc moi, ça m'a sauvé la vie quand j'étais capable de faire ça. Je me suis dit, ah, j'ai accès à tous les différents articles qui sont avec des formes de propriété intellectuelle qui verrouillent l'accès, qui vous coûtent 3, 4, 5, 30 pièces par article pour juste le consulter. Vous pouvez avoir accès à une myriade de milliers de millions d'articles quand vous avez accès à ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici, parmi les gens présents, des trois personnes-là, est-ce que vous avez accès à l'Université de Saint-Paul à distance? Je ne sais pas si vous avez téléchargé le VPN déjà. Trois personnes, OK, parfait. Donc, ça, c'est des trucs de base, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est quelque chose à aller voir. Donc, Google Scholar, allez voir de base. Vous pouvez créer votre propre profil, mettre des points aussi en lien dans votre bibliothèque, donc pour être capable d'avoir du référencement, avoir différents types d'articles. Donc, il y a vraiment une... Puis là, je ne vais pas pouvoir donner une formation complète sur comment utiliser Google Scholar. C'est à la fois assez simple et intuitif, mais n'hésitez pas à aller voir des critères, paramètres, puis approfondir son fonctionnement pour aller un peu plus loin par la suite. C'est une des bases pour la recherche universitaire, pour aller vous promener dans ça. Sinon, je ne sais pas ici, est-ce qu'il y a d'autres gens qui vous utilisez d'autres moteurs de recherche quand vous faites de la recherche? Par exemple, le moteur de la recherche de la Bibliothèque de Saint-Paul, l'Université d'Ottawa qui sont liés aussi. Est-ce que vous en utilisez d'autres aussi? Je pose la question pour voir. Ben, Marianne, oui? Mhm. parfois j'utilise Kern, Oui, c'est ça, mais, je vais le présenter aussi plus tard. Ouais. mais il est aussi accessible par le biais de la bibliothèque. Donc, voilà. Super. Je vais pouvoir montrer comment ça marche après pour les revues francophones. C'est assez utile. C'est un peu, je trouve, la base avec le plus de documentation qui existe de ce côté. Si disons que là, vous êtes capable de vous mettre en lien avec la littérature existante, avant de vous lancer dans l'écriture puis de trouver quelque chose d'original, il y a différents trucs pour être capable de générer des idées, des angles d'attaque, pour être capable un peu de faire du brainstorming, d'une grande tempête d'idées, pour avoir des idées originales par rapport à la littérature existante. Donc, quand on parle de brainstorming, on peut utiliser des post-it, comme vous pouvez voir ici à l'image à gauche. Vous pouvez utiliser des outils comme des diagrammes visuels, des schémas, des cartes heuristiques, qu'on appelle parfois des mind maps. Donc, réseau de concepts. Donc, vous pouvez utiliser des outils numériques pour faire ça. Vous pouvez le faire à la main sur une bonne vieille feuille blanche avec votre crayon. Vous faites des lignes, des flèches. Ça dépend si vous êtes visuel ou si vous êtes auditif ou en tout cas, ça dépend un peu de comment notre propre cerveau fonctionne. Moi, je suis quelqu'un qui est assez visuel, qui aime ça faire des tableaux logiques. Ça m'aide un peu à essayer de structurer mes propres idées. Puis, il y a plein de façons de faire ça, entre autres. Et là, il y a des outils, par exemple, qui existent. Poplet que je connaissais pas, puis là, c'est mon collègue Chris qui a attiré mon attention sur ça. Il y a différents logiciels de mind maps. Donc, je vous invite à aller, par exemple, sur des moteurs de recherche, Google ou autre, et écrire mind map. Puis là, après ça, il y a plein d'outils comme Miro, Mural qui existent. Et même maintenant, bon, il y a un nouvel outil qui est apparu sous peu, vous connaissez peut-être ChatGPT, donc IA générative que je ne vous conseille pas d'écrire votre article universitaire uniquement basé sur ça en disant rédige-moi un article sur tel sujet. Probablement que ça va avoir déjà été écrit, ça ne sera pas hyper original, les sources ne seront pas exactes, mais parfois sont exactes. Il ne sera pas à jour non plus dans la littérature parce que la littérature de ChatGPT remonte à 2021. Mais vous pouvez dire, trouvez-moi trois, quatre arguments ou proposez-moi des idées
sur tel sujet ou tout ça. Puis j'ai fait des tests avec ChatGPT sur créer une nouvelle, essayer de créer un nouveau concept philosophique. Puis là, il m'inventait un concept. Là, je discutais avec lui, mais c'est pas un peu en lien avec tel autre concept qui existe déjà. Il dit oui, mais en même temps, c'est différent par rapport à ça. Puis vous pouvez à la limite jouer avec ça pour vous aider à réfléchir, mais je me dis qu'un être humain en chair et en os, c'est des fois plus utile qu'un chat GPT. Vous pouvez, juste à travers la discussion avec vos pairs, avec vos collègues, si vous croyez avoir une nouvelle idée, vous allez expérimenter, tester, poser des questions, puis dire est-ce que ça a déjà été écrit? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut amener de tel aspect? Donc, il y a plein d'outils pour vous permettre de générer des idées, puis de tester pour voir ce que c'est utile, c'est pertinent, comment on peut amener ça, puis essayer d'approfondir, puis de développer ça pour que ce soit plus utile, concret par la suite. Donc, l'étape du brainstorming qui est important, on a tous des trucs différents personnellement pour faire ça. Il y a des outils, comme je l'ai dit, numériques, comme Proplet à gauche, que je n'ai pas utilisé encore, mais bon, c'est un outil que certains de mes collègues utilisent. Des mind maps, donc qui vous permet des fois d'avoir des idées, puis là, vous pouvez faire des flèches. Donc, ça permet de générer ça de façon numérique. Vous pouvez ouvrir des branches, refermer, faire des flèches, des liens, mais vous pouvez le faire sur une feuille de papier avec un crayon aussi. Pas besoin d'outils numériques pour être capable de réfléchir, mais bon, ça peut être utile aussi. Autre élément que moi, je vous conseille de faire aussi des fois, c'est pour apprendre à structurer vos idées pour identifier des contrastes, des similarités, divergences avec d'autres idées existantes. Puis, moi, parfois, c'est un peu ma propre façon de réfléchir, c'est l'art d'utiliser des typologies. Donc, quand je pense à une idée, j'essaie de penser, est-ce que cette idée-là s'oppose à une autre? Puis des fois, on a comme des binarités ou des dichotomies en disant qu'il y a deux grandes approches sur la chose. L'approche traditionnelle, par exemple, et une approche critique de l'autre. Fait que tu as une approche à deux, mais en quoi se distingue une approche critique d'une approche traditionnelle sur un sujet X ou Y? Puis là, vous faites la distinction ici. Et là, vous avez comme deux schémas différents, un qui renvoie à une approche et une autre qui est différente. Mais parfois, vous pouvez dire peut-être qu'il n'y a pas juste deux seules façons d'aborder l'enjeu à travers deux catégories, peut-être qu'il y en a trois. Fait que là, vous avez plus un schéma qu'on appelle ternaire, comme un triangle, qui peut avoir des points de connexion, de différence entre les trois pôles. Et parfois, on peut y aller à quatre ou à cinq. Donc, des fois, j'essaie de penser comment est-ce qu'on peut aborder un sujet de trois façons différentes. Puis là, j'essaie d'y aller logiquement. Mais après ça, c'est peut-être pas trois façons, peut-être qu'il y en a cinq, peut-être qu'il y en a 10, il y en a 15 aussi. Donc, c'est pour ça que ça doit être utile de mettre ça sur table, de faire des schémas, faire des tests, puis être capable de voir comment vous pouvez structurer vos propres idées. Puis des façons de fonctionner de base avec ça, c'est des vieux outils que vous avez appris probablement à l'école primaire secondaire. C'est des matrices et des diagrammes de Venn, entre autres. Donc, c'est d'apprendre à faire des petites matrices, puis avec des critères différents. Puis là, je vais vous montrer dans la slide suivante. Par exemple, le diagramme de Venn à gauche, vous avez un phénomène X, un phénomène Y. Les deux se distinguent, mais lorsque ça se recouvre, il y a parfois des phénomènes conjoints qui ont quelque chose d'original. Puis là, ça nous permet de contraster deux phénomènes ensemble puis de voir en quoi il y en a peut-être trois qui émergent ou autre chose. Puis là, on peut prendre des cercles différents. On a des schémas logiques. Et à droite, par exemple, vous avez un cadran. Donc ça, j'aime ça aussi. Ça fait comme des belles divisions par quatre. Vous dites, OK, si je prends un phénomène du point de vue interne ou externe, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, quelles sont les dimensions, les critères qui relèvent de chaque aspect. Donc ici, ça permet en fait de connecter des idées, puis ça permet de créer des typologies. Puis parfois, c'est utile quand vous voulez développer des idées. Parfois non, puis ça dépend de votre sujet que vous utilisez, vous approfondissez. Peut-être que votre but de votre article, c'est pas de créer des nouvelles typologies. Alors dans ce cas-là, peut-être ça sert à rien. Mais des fois, juste de prendre vos différentes idées, les mettre dans des petites cases, les faire jouer avec, ça permet de vous donner des idées pour essayer de créer des choses originales par la suite. Est-ce que vous avez des commentaires, réflexions, ajouts, peut-être d'autres outils que vous avez déjà utilisés de votre côté pour essayer de structurer vos idées avant de vous lancer dans, disons, l'écriture de mots, de phrases complètes par la suite? Est-ce que vous avez fait, je ne sais pas ce que vous faites habituellement quand vous essayez de faire du brainstorming. Je vous relance ici. Je me demande s'il y a des choses que vous avez peut-être à partager. Pas pour l'instant. Super. Au pire, si ça vous vient en tête après, on peut toujours y revenir aussi.
Ici, un autre schéma que je connaissais pas. Donc, moi et Christopher, l'autre professeur d'innovation sociale qui fait la formation que je fais actuellement en anglais, m'a partagé en fait le diagramme du fishbone. Donc, arrête de poisson. Donc, je me suis trompé. Arrête de poisson. J'ai fait une faute ici de lapsus. Arrête de passion. En quoi ça consiste? En gros, c'est dans des relations de cause à effet pour identifier quelles sont les différentes causes, facteurs qui contribuent à un phénomène X ou Y. Vous êtes capable d'identifier, par exemple, des individus, des méthodes, des éléments d'indicateurs de mesure, des matériaux, des facteurs environnementaux, des outils, machines qui rentrent dans la composition d'une chose. Donc, ça permet des fois de distinguer ou d'aller chercher des idées sur, disons, si je veux aller chercher, par exemple, quelles sont les causes de tel phénomène. Là, vous faites ce petit exemple-là, puis vous dites, OK, l'aspect humain, psychologique, social, culturel, vous faites des divisions, puis vous essayez d'aller chercher des critères différents pour expliquer un phénomène X ou Y. Donc, il y a plein de schémas existants, puis il y en existe beaucoup d'autres dans la littérature, mais c'est comme des trucs un peu visuels, techniques qui nous permettent de structurer des idées. Une fois que vous avez votre idée, ah oui, Alexa, oui. Euh, J'avoue ne pas tout à fait comprendre comme ce que je suis en train de lire, mais c'est peut-être aussi pas ton sujet, donc peut-être aussi, je ne veux pas présupposer que tu saisis l'ensemble des bouts, mais Mhm. maintenant, Ouais. euh, le fishbone, late for work. OK, donc là, je veux comprendre c'est quoi les facteurs qui jouent pour amener les gens à être en retard. Oui, c'est Puis ça, là, oui. À gauche, ouais, c'est ça qui Là, est indiqué. to Mhm. people, c'est OK, c'est parce que en fait les enfants ont été en retard, donc moi je suis en retard, je suis démotivée, donc c'est. Puis là, mettons, quand on dit measurement, c'est notre Mhm. outil pour mesurer ça ou c'est. Dans ce cas-là, du cas ici de measurement, je ne sais pas dans cet exemple-là à gauche, j'ai pris une image un peu vite, puis l'application est peut-être approximative aussi. OK. Donc, puis j'ai l'impression que, en fait, je pense que le cas à gauche, il faudrait voir s'il a été trouvé en ligne quelconque ou il a été, s'il est vraiment efficace. J'ai l'impression que, par exemple, le schéma à droite est peut-être un peu plus précis sur des différents délais de livraison. C'est des concepts un peu plus abstraits qui peuvent jouer au niveau, disons, de l'équipement, des processus, des personnes, Oui. des outils de gestion de l'environnement, des matériaux qui peuvent amener, en fait, Oui. différents délais. Mais à gauche, j'avoue que même moi, je lis l'exemple en détail. Je l'ai pris comme ça, puis il y a une tête de poisson, mais je suis pas sûr que le schéma fonctionne tout à fait ou que les points qui sont rentrés sont vraiment utiles. Mais c'est Merci. ça. Ouais, super. Donc, puis moi, je ne le connaissais pas avant de préparer cette formation que ça existait. Donc, peut-être que vous pouvez aller voir. Peut-être que c'est un schéma utile, mais c'est souvent des cartes qui nous permettent de nous orienter un peu ici. Euh, Donc, avant de se lancer dans la rédaction comme telle, pour essayer de récapituler les choses importantes, vous devez dire, ben, avant d'écrire, en quoi finalement, après avoir passé à ça, vous avez trouvé vos nouvelles idées, en quoi mon idée est originale, c'est quoi la valeur ajoutée, la contribution que ça mène. Pas besoin d'être hyper original, révolutionnaire, mais il doit y avoir quelque chose de nouveau parce que si ce que vous amenez comme idée a déjà été écrite ailleurs, ça peut être écrit déjà mieux ou de façon succincte, vous n'allez pas refaire le travail en deux. Donc, ça, c'est la première considération. Deuxièmement, ce qui est intéressant pour être capable d'expliquer, justifier pourquoi votre idée ou votre article est intéressant avec votre nouvelle idée, c'est quoi les différentes implications que ça peut avoir du point de vue de la connaissance des apprentissages. Ça peut être des implications sur le plan théorique, si votre contribution est davantage théorique. Ça peut être au point de vue épistémologique, méthodologique, pratique, pour dire, ah, voici l'utilité concrète, pratique que telle recherche peut avoir sur tel milieu. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de dire que votre recherche est absolument utile de point de vue utilitaire pratique pour dire que ça vaut la peine d'être écrit. Ça peut juste être pour faire avancer la connaissance d'un phénomène qui est sous-étudié. Ça peut être une raison valable et suffisante de faire votre propre article. Ça n'a pas déjà été fait avant. Donc, ça, c'est une façon d'argumenter, de justifier dans votre introduction, mais aussi dans le corps de votre texte pour peut-être amener différentes idées. C'est quoi les impacts, les implications de ce que vous êtes en train d'étudier, dans le fond. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Puis, comme je l'ai dit encore, je le répète, mais c'est vraiment important dans l'écriture d'articles académiques, c'est en quoi ça s'articule à la recherche existante.
à la fois pour vous mettre en dialogue avec d'autres auteurs, chercheurs, chercheuses à travers le monde, avec lesquels vous allez rentrer en interrelation. Vous allez pouvoir donner des références à d'autres textes et peut-être que ces gens-là vont vous citer éventuellement par la suite ou d'autres gens. Donc, ça vous met en lien pour pas que votre article soit un peu dans un isolat, soit vraiment en connexion avec une masse de travaux qui ont été écrits sur un sujet X ou Y. Puis, c'est des éléments que vous pouvez mettre dans votre introduction aussi quand vous faites la mise en contexte. Vous dites, bien, il y a tel enjeu, tel sujet qui est abordé de telle façon déjà. Mais vous, ce que vous apportez, c'est tel angle différent qui n'existe pas déjà. Puis là, déjà dans votre introduction, vous mettez en lien avec ce qui a déjà été écrit. Puis ensuite, autre élément de pouvoir avoir, je pense, qui est important pour la fin, à la fois dans votre conclusion écrite de votre article, puis avoir ça en tête, c'est un peu les différentes limites de votre idée, de votre contribution. Donc, faire acte de humilité épistémique. Donc, si on dit, hey, j'ai une approche super originale, ça n'a jamais été dit avant, puis là, vous vous sentez fier d'amener quelque chose, c'est bien. Mais en même temps, vous pouvez dire, OK, mais j'apporte juste quelque chose, une forme de tout petit ajout à ce qui existe. Il y a des pistes de recherche qui vont pouvoir peut-être découler de ça, des recherches futures. Votre article, contrairement à une thèse, puis même une thèse, vous ne pouvez pas tout couvrir dans votre thèse de doctorat ou de maîtrise. Dans un article scientifique, encore moins. Donc, votre champ est extrêmement limité. Vous devez, la plupart du temps, vous limiter à une grande idée argumentée comme ça, mais un seul argument, vous essayez de bien expliquer, justifier, mais vous ne pouvez pas faire tout dans votre article. Donc, vous devez d'emblée cerner les différentes limites de votre contribution aussi. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ça, à propos des grandes lignes ici? Non, ça convient, parfait. Donc, ça, c'est un peu les préalables avant de vous lancer dans l'écriture. Maintenant, disons que vous avez trouvé votre idée, votre contribution, vous savez en quoi votre chose, votre article, votre idée peut amener quelque chose d'original dans la littérature, vous devez structurer votre article. Puis je pense que ça, c'est d'autant plus important. C'est important pour écrire une thèse, pour écrire un petit texte comme ça, comme disons une lettre ouverte dans un journal ou un texte sur un blog, c'est peut-être pas aussi utile, mais pour un article universitaire, vu que le nombre de mots est limité, que vous devez en dire le plus possible dans le moins d'espace disponible, que vous ne pouvez pas tout dire, vous ne pouvez pas vous lancer à écrire un article comme ça sans avoir de plan. Vous pouvez essayer, mais vous risquez de faire beaucoup d'allers-retours, de va-et-vient, de faire ça. Vous devez d'emblée dire, OK, là, j'ai tant de mots disponibles, je vais devoir faire ça, puis vous devez vraiment vous structurer pour essayer d'être le plus clair possible, d'aller droit au but, puis d'avoir une forme d'économie dans vos propos. Ce que ça va impliquer, grosso modo, évidemment, toute forme d'article a une introduction. Dans l'introduction, là, je ramène des choses de base, mais vous avez appris ça à l'école primaire, secondaire, cégep et autres. Le sujet amené, mise en contexte problématique. Parfois, dans certains milieux, dans certains domaines, vous n'avez pas besoin de faire des grosses introductions. Vous pouvez aller droit au but, puis vous sautez par-dessus ça, puis vous affirmez d'emblée ce que vous voulez faire. Mais souvent, de mettre une petite accroche au début, c'est utile. Vous devez poser votre argument principal, la thèse défendue. Dans cet article, nous allons soutenir que X ou Y. C'est souvent écrit plus au nous qu'au je, quoique dans certaines revues, parfois, il y a un style plus personnel. Quand vous ne voulez pas utiliser le nous, il y a une façon de ne pas nommer ni de je ni de nous aussi. En disant, cet article visera à démontrer que. Donc, vous pouvez utiliser des formules comme ça, mais vous devez dire clairement au début, c'est quoi que vous allez amener, c'est quoi votre article, c'est quoi que vous proposez, c'est quoi que vous allez essayer d'expliquer, de défendre, de démontrer dans votre article. Puis après ça, ça peut aller extrêmement vite, le sujet divisé. C'est pas de tout faire l'argumentation que vous allez faire de toute façon dans votre texte, mais c'est-à-dire dans la première section, nous allons présenter ça, deuxième, troisième, quatrième, tac. Puis là, ça permet de bien orienter ce qui s'en vient par la suite. Donc ça, c'est vraiment l'introduction. Une bonne introduction, quand c'est bien fait, vous avez tout votre article contenu dans votre introduction. Donc c'est peut-être l'étape la plus importante. En fait, peut-être pas la plus importante. Il y a des gens, des fois, qui écrivent le corps du texte puis écrivent l'intro ensuite. Vous pouvez faire ça. Souvent aussi, votre texte évolue, vous amenez des nouveaux arguments que vous n'avez pas prévus dans votre intro. Fait qu'évidemment, vous devez réajuster votre introduction en fonction de ce que vous avez développé. Mais parfois, quand votre intro est bien faite, vous n'avez pas besoin de la faire changer de A à Z. Elle va être assez bonne rendue vers la fin aussi. Vous allez pouvoir peut-être faire des petits ajustements ici et là. Il y a le corps du texte. Donc ça, c'est la plus grande section de l'article, évidemment, divisé par différentes sections. C'est intéressant, puis c'est utile de mettre des sous-titres aussi pour diviser différentes sections. Il y a des gens que j'ai déjà vu des articles avec des sous-titres à tous les paragraphes.
éviter ça. Évidemment, c'est comme trop pour rien. Donc, il faut sous-articles ici et là. On peut mettre des fois des sous-sous-liens, mais des fois, je trouve que c'est trop. On n'est pas dans une thèse de doc non plus. Donc, essayer d'aller droit au but. Et là, il y a pas de plan exact pour tous les articles universitaires, dans toutes les revues, dans toutes les disciplines. Ça va dépendre du type d'article que vous allez écrire. Puis dans la conclusion, ce qui revient souvent, ce que je vous propose de faire, puis qui est la plupart du temps là, des fois, il y a des articles qui se finissent pas vraiment par une conclusion. Ils finissent par un genre de argument. C'est comme si leur texte finit comme ça. Donc, dans le cadre, il y a comme une introduction, je présente ça, je présente ça, je présente ça, ça arrive à la fin, pac, puis là, le texte finit. Moi, je vous suggère quand même de faire une petite conclusion, qui est généralement très courte, avec la synthèse de votre argument ou le rappel de ce que vous vouliez expliquer, démontrer, puis pourquoi vous l'avez démontré, les limites de la recherche, puis une petite ouverture par la fin qui prend généralement une phrase ou deux au plus pour dire nous pourrions aborder le sujet de telle façon, ça pourrait mener à des recherches futures dans le domaine. Donc, c'est une invitation à que d'autres personnes puissent poursuivre la chose ou vous pouvez annoncer que vous allez écrire autre chose aussi si ça vous tente. Donc, il y a plusieurs façons possibles de faire la chose. Donc ça, c'est vraiment assez générique parce que je suis dans une forme de toute forme d'article universitaire devrait à peu près avoir ces trois composantes-là. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette grandeur ici? Oui, Marianne. Souvent, dans les articles que j'ai lus, on parlait on illustrait la méthodologie, les résultats, puis ensuite il y avait une discussion. J'ai Ouais, l'impression que c'est très associé au format thèse. Est-ce que ça fonctionne comme type de format aussi dans les articles de façon générale? oui, oui. Puis en fait, c'est bien parce que tu es en train d'anticiper ce que je voulais présenter après. Ça fonctionne avec certains types d'articles. Donc, l'élément que je voulais ajouter là, puis en lien avec ça, chose que j'ai oubliée, dans chaque section que vous allez avoir aussi dans votre corps de texte, il faut avoir une petite intro conclue aussi ou de zone de transition pour que ça puisse être articulé. Puis l'élément que je voulais amener, c'était ici. Ah non, excusez-moi, je vais aller plus loin ici. Quel genre d'article? Je vais revenir sur ça après. Dans votre article, ça que c'est un article, je dirais, qui est de nature théorique. Donc, vous avez une contribution essentiellement au niveau conceptuel ou argumentatif. Puis ça, dans toutes les sciences sociales, il y a des courants plus théoriques ou des approches théoriques pour avoir une typologie, une nouvelle idée, un argument, faire une analyse littéraire, avoir un argument normatif sur un sujet, critiquer d'autres œuvres, auteurs ou arguments. Donc, tel auteur a écrit telle chose, voici pourquoi je suis ou nous sommes en désaccord avec telle autre personne, puis là, vous critiquez quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas en train de présenter un cas empirique. Donc ça, souvent, la structure du texte peut prendre des formes extrêmement diverses parce que ça va dépendre de ce que vous écrivez. Vous êtes en dialogue avec quel auteur, dans quel type de revue, puis vous pouvez structurer votre texte en fonction de votre argumentation des points que vous voulez amener. Mais quand vous faites un article qui est davantage empirique, que vous voulez présenter des résultats de recherche avec une méthode basée sur les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, ou ça dépend lesquelles, avec des données qualitatives et ou quantitatives, là, avec des études de cas, des analyses comparatives, la collecte de données que vous avez effectuée, là, c'est davantage utile d'avoir une forme d'article qui prend la forme suivante, l'introduction, le cadre théorique ou la revue de littérature, la méthodologie, la présentation des résultats, l'analyse ou la discussion des résultats, la conclusion. C'est un peu le cadre qu'on vous enseigne dans le cours de construction d'un objet de recherche quand vous étudiez un phénomène empirique davantage. Puis je dirais que ça revient aussi dans plusieurs types d'articles. Comme moi, par exemple, je pourrais vous partager ça par la suite. J'ai écrit un article avec mon collègue Jamel Stambouli sur les laboratoires vivants. En fait, une expérience de laboratoire vivant dans la ville de Hawkesbury. On a écrit une introduction. On a présenté que nous, on allait explorer le cas de Hawkesbury avec son laboratoire vivant. On a, on a explicité la méthodologie, on a fait les entrevues, voici comment ça s'est déroulé de telle période à telle période. On a notre cadre théorique qu'on dit qu'on utilise une approche basée sur la légitimité pour voir comment ça rentre dans les processus de co-construction, dans les processus de Living Lab, parce qu'on se concentre sur cet aspect-là. On a présenté disons, la grande démarche du laboratoire vivant, analyse des résultats, on a présenté comment le concept de légitimité permet d'expliciter, de rendre visible des éléments de légitimité dans la démarche. On a fait une petite conclusion à la fin. Donc ça, c'est vraiment la méthode plus de base.
Mais dans d'autres articles que j'ai écrits sur les concepts philosophiques d'écoute, résonance, compagnie dans la pensée d'un tel autre auteur, j'avais une intro conclue, mais l'argumentation était complètement différente. La structure du texte aussi, on avait plusieurs arguments. On présentait telle autrice, tel auteur, on allait faire ça, ça, ça. Puis ça prenait une forme extrêmement différente. Donc, ça, je dirais pour une structure de base avec une forme d'étude de cas, quand vous avez fait des sondages, des entrevues, vous avez étudié un sujet particulier, c'est bon de prendre une méthode que vous devez exposer votre méthodologie, s'il y en a une, votre cadre théorique, évidemment, présenter les résultats, expliquer, analyser, puis après ça, conclusion, c'est quelque chose de incontournable, je dirais. Puis en même temps, vous pouvez aller voir d'autres articles qui ont été écrits dans la même revue que vous allez écrire. Je vais revenir sur ça. Peut-être qu'ils ont des formes légèrement différentes que ça aussi. Vous pouvez vous inspirer de ce qui a été écrit ailleurs aussi. Pour revenir en arrière, je vais revenir avec la question de l'introduction rapidement, parce que je reviens sur ça. L'introduction, comme je dis, c'est très, très important. Souvent, moi, j'accroche beaucoup pour les introductions. Pourquoi? C'est ce qui me donne envie de lire le reste de l'article aussi. Donc, il y a le abstract, évidemment, qui vient souvent au début. Mais l'abstract, ça vous donne un aperçu de ce qui est présenté. Au début, dans l'introduction, le sujet amené, c'est le hook. C'est un peu l'accroche qui va dire pourquoi est-ce que je continuerai à lire cet article? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi le problème? C'est quoi qui chicote? Pourquoi c'est important de se pencher sur cet enjeu-là? Donc, ça, c'est vraiment, je pense, l'art d'un bon article, c'est d'attirer l'attention dès le début. Après ça, évidemment, comme je dis, c'est de présenter la thèse que vous allez défendre, les idées, arguments. Vous allez présenter avec le sujet divisé, donner un certain aperçu des différentes étapes que vous allez franchir. Puis vraiment, le squelette de votre article devrait être en principe présent dans votre introduction. Puis après, le reste va être un genre de gros déploiement de ce que vous avez annoncé au début. Donc, ça ressemble à ça, grosso, dans les grandes lignes de votre introduction. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, Marianne. Autre question pour toi, Oui. Jonathan. Dans le cadre d'articles plus théoriques, souvent, il y a des définitions qui sont données justement de certains concepts qui sont abordés dans le cadre de l'article. Est-ce que ça, généralement, on place ça plus en intro? Est-ce qu'on met ça plus dans le corps du texte? C'est quoi ton feeling là-dessus? Oui. En fait, je pense que dans les, euh, dans les revues révisées par les pairs, très précises sur les sujets donnés, vous n'avez pas besoin de donner beaucoup de définitions longues dans votre introduction du texte parce que vous supposez d'emblée que vous êtes en interaction avec un public de chercheurs universitaires qui se penchent sur le même domaine d'études que vous. Fait que si vous n'avez pas un nouveau concept original que vous amenez vous-même, que vous utilisez par exemple un terme de commun, par exemple, on parle, mettons, des biens communs, vous êtes dans une revue qui parle, probablement, il y a d'autres articles qui ont été publiés sur ça, vous pouvez utiliser le terme commun dans votre introduction sans le définir. Ce qui va être important peut-être dans le corps du texte, c'est de préciser votre propre interprétation, définition à vous du commun, parce que plusieurs écoles de pensée, puis là, plus loin dans le texte, dans votre argumentation, vous allez situer dans votre cadre théorique c'est quoi votre définition précise. Mais au début, les gens vont déjà avoir entendu parler de votre concept de base, probablement, puis vous n'avez pas besoin de le définir tout au complet. Donc, allez définir les concepts, je dirais, nouveaux, différents, qui ont pas été définis déjà dans la littérature existante au début, si c'est nécessaire. Sinon, c'est plus dans le cadre du texte que vous allez pouvoir faire ça. Mais si, mettons, vous définissez un nouveau terme, par exemple, les uncommons. Donc, on va voir l'exemple qu'Alexa partageait juste avant le début de la présentation. Les uncommons, c'est quelque chose à quoi ça réfère? Je ne sais même pas de quoi on parle. Puis, il faudrait aller voir dans cet article-là, est-ce que, par exemple, il est question de uncommons, puis disons, les auteurs définissent d'emblée dans l'introduction ce que ça veut dire. Des fois, quand c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est bien d'en donner un petit aperçu au début dans l'introduction pour que les gens vous comprennent, puis vous allez plus approfondir votre redéfinition après, plus loin dans le texte. Donc, c'est ce que je dirais ici comme truc. Parfait, super. Donc, je vais revenir à ma présentation ici. Si on arrive, là, je vous ai montré la base de l'article empirique. Si on va dans une base d'un article davantage théorique, les grandes sections de l'article, comme je vous l'ai dit, l'introduction, argument 2, argument 3, argument 4, argument 5, c'est différentes idées que vous allez amener. Puis là, la forme peut être extrêmement diverse. Donc, ce que ça va prendre, puis là, je vous donne un exemple d'un article que je suis en train d'écrire actuellement avec Yann Pézini, qui est au doctorat. Donc, on s'est fait un plan ici avec une introduction. Puis, si vous écrivez votre article à différentes personnes,
c'est bien aussi de savoir est-ce qu'une personne va prendre en charge la rédaction d'une certaine section de l'article et l'autre. Et là, on a une introduction générale, qu'on fait la mise en contexte, on a notre thèse, on fait un petit plan de l'article. La partie 1, j'essaie de l'écrire, la genèse de ce que j'appelle le solutionnisme, de ce qu'on appelle plutôt les deux ça, voir c'est quoi les composantes. On essaie de définir plus précisément c'est quoi par la suite avec les différents principes et les implications que ça peut avoir. Partie 3, les différents impacts et les problèmes, dangers que ça amène. Puis la conclusion par la suite. Donc, dans ce cas-là, nous, on fait un article d'argument davantage qui est, je dirais, théorique conceptuel. On va avoir plein d'auteurs, autrices qu'on va citer avec des références diverses, mais on n'a pas de cas d'étude. Donc, on n'a pas de méthodologie particulière autre que le fait d'argumenter. Donc, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'était un genre d'article ici. Puis si on avait écrit pour un sujet différent, ça aurait été une structure probablement complètement différente aussi. Donc, c'est ça. Donc, si vous écrivez seul, c'est utile d'avoir votre plan. Si vous écrivez à deux, à trois ou à quatre votre article, c'est encore plus important d'avoir un plan pour savoir qui fait quoi, qui écrit quoi, pour éviter que ce soit toutes les mêmes qui écrivent tout ou qu'on se lance dans des directions complètement différentes. Donc, d'avoir un plan clair au début, c'est ce qui va aider. Et après, dans chaque sous-section, on peut avoir des sous-arguments, des sous-pratiques, des sous-exemples aussi, évidemment. Mais au moins, d'avoir le plan général de votre article, c'est bien de faire ça avant de vous mettre à écrire. Donc, ça ressemble à ça. Maintenant qu'on a fait ça, comment maintenant se lancer dans le processus d'écriture? Les grandes lignes de base, articulation des différentes sections, paragraphes. Ce que je vous recommande en fait, puis ça, c'est vraiment par le fait d'écrire, écrire, écrire, en fait, c'est qu'on développe en fait une certaine capacité ou compétence à enchaîner des idées, des arguments, des exemples et d'utiliser à bon escient des marqueurs de relation et ou ainsi toutefois parce qu'est qui poussait des marqueurs de relation en français ou si vous écrivez en anglais aussi. Je vous dirais en fait d'utiliser le bon dosage parce que même moi, en fait, j'ai des tics de langage aussi quand je me mets à écrire, j'ai un style, j'en utilise personnellement beaucoup. Puis après ça, je me suis rendu compte, puis certaines personnes m'ont fait remarquer que j'en utilisais trop en fait. Donc, si vous édites ainsi, ainsi, ainsi à toutes les phrases, ça sert à rien. Donc, le truc que moi, je me mets en tête, puis quand je corrige mes étudiants dans leur thèse aussi, je dis, est-ce que le ainsi ajoute quelque chose? Est-ce que ça fait un lien logique ou c'est un tic de langage? Puis, parfois qu'on enlève le ainsi, enlevez votre marqueur de relation, puis est-ce que ça permet de rendre la chose plus claire, plus sobre? Si oui, tant mieux, évitez le marqueur de relation. Donc, il ne faut pas en mettre trop, évitez d'en utiliser, mais utilisant assez peut-être au début des paragraphes et à certains moments pour articuler des contrastes. Bien que, tandis qu'une personne fait ci, l'autre fait ça, puis exprimer des contrastes, ça peut être vraiment être utile, mais il faut éviter, je dirais, d'en mettre trop, évidemment, parce que des lourdeurs, répétition, et le style est moins fluide aussi, donc c'est pas très bien d'en utiliser trop. Quand vous en manquez, parfois, il n'y a pas assez de précision pour aller voir, pour poursuivre votre propos précisément. Donc vraiment, puis de pas toujours répéter les mêmes. Si vous écrivez tout le temps ainsi, 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 c'est un peu trop répétitif. Essayez de changer les termes ici et là pour avoir plus de diversité et de cohérence dans votre propos. Puis là, ici, je me sers en fait d'une diapositive plus avec des termes anglophones, parce que j'ai repris la présentation de mon collègue Christopher, mais pour ajouter des idées, disons, l'accent d'emphase sur certaines choses, comparer des idées, les contraster, des relations de cause à effet, de situer vos idées dans le temps, dans différentes fréquences, résumer des idées, ainsi, en bref, somme toute. Puis, en fait, vous pouvez en utiliser plusieurs. C'est des trucs de langage de base, mais je dirais dans la rédaction d'articles universitaires, académiques, c'est beaucoup les marqueurs de relation qui donnent un ton, une rigueur d'un langage plus élevé, soutenu, qu'un ton familier dans les vies de tous les jours. Fait que peut-être ça a l'air plus élitiste, pompeux, compagnie, mais dans les articles universitaires, ça peut être utile d'en utiliser. Si vous en utilisez trop, encore une fois, ça va un peu paraître, puis les gens vont dire, bon, révision linguistique, ils vont vous envoyer des commentaires pour peut-être en enlever un peu, mais c'est vraiment utile d'en utiliser assez pour être capable de bien exprimer vos idées. Donc ça, c'est un truc de base. On utilise plein dans la vie de tous les jours, mais je dirais que dans les articles universitaires, c'est intéressant de prendre les bons marqueurs pour les bonnes relations logiques. Puis parfois, on utilise un ainsi alors qu'on devrait utiliser un autre à la place. Parfait. Puis il y a Marianne qui vient de nous partager une liste intéressante de marqueurs de relations dans le chat. Super, parfait. Je vais pouvoir le mettre dans les références par la suite.
Comment écrire votre paragraphe de façon persuasive, plus qu'une opinion ou un point de vue? Donc ça, c'est important, puis ça a l'air un peu... ça a l'air d'une évidence, mais quand vous écrivez un article universitaire, c'est pas juste dire moi je pense que ou il semble que. À toute affirmation que vous devez amener, vous devez expliquer pourquoi. Amener une justification de pourquoi les gens devraient croire ce que vous êtes en train d'amener, d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous prenez une position par rapport à un enjeu, des thèses, des affirmations, ou sinon, si vous voulez y aller de façon plus faible, nous faisons l'hypothèse que, ou nous pouvons présumer, ou avoir une certaine façon de dire que vous êtes un peu dans une approche plus expérimentale, pas dans une affirmation claire et définitive, mais vous devez dire pourquoi. Donc, nous pourrions étudier tel phénomène de telle façon suivante parce que, puis là, c'est là vraiment que vous devez argumenter, justifier. Et là, comment vous faites? Évidemment, il y a plusieurs façons. Il y a des arguments logiques, des citations, des références, des faits et différents exemples que vous pouvez donner pour illustrer votre propos. Fait que ça a l'air un peu évident dans le champ de la philosophie, par exemple. Moi, ce que j'ai utilisé à la base, c'est ma formation universitaire, c'est étudier beaucoup d'arguments, puis des citations d'auteurs. C'était essentiellement ça. Aller vers les faits, en philosophie, on ne se soucie pas trop des faits empiriques. On se dit, ah, on est en l'ordre conceptuel, on peut, si c'est cohérent, logique, ou ainsi de suite, ça se tient. En sciences humaines sociales, on est obligé de passer par un peu la documentation parce qu'on veut essayer de décrire quelque chose qui se passe dans la réalité, pas juste dans le monde des idées. Fait qu'il faut aller chercher des exemples, des faits, des sources sur certains phénomènes qu'on avance. Donc ça, vous êtes probablement capable de faire ça là où vous êtes rendu actuellement, mais vous devez vous assurer en fait que votre texte, votre article soit vraiment, on pourrait dire, bourré d'arguments, de citations, de faits, d'exemples. Là, évidemment, vous ne devez pas abuser non plus. Disons, vous mettez des citations à toutes les phrases. Je vais revenir sur ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre des références à toutes les phrases. Parfois, dans certaines revues universitaires, on voit que les gens, à toutes les phrases, ils mettent deux, trois références. Puis là, on voit plein de notes de bas de page, des méthodes auteur-date. Puis là, c'est vraiment difficile à lire. Là, ça va dépendre un peu, c'est quoi votre public, c'est quoi le type de revue dans lequel vous allez écrire, c'est quoi votre champ de recherche. Parfois, il y a des textes qui sont plus sobres, donc il y a plein d'arguments, il y a plein d'exemples, il y a moins de citations d'auteurs, puis de différentes références auteur-date. Mais souvent, il y a une forme d'équilibre que, à la fin de votre article, c'est un article de 20-25 pages à peu près, de 6 000 mots, vous allez avoir peut-être 20 ou 30 références différentes. Puis votre bibliographie, parfois, il y a des bibliographies courtes de 10 auteurs, de 10 textes ou livres ou articles. Parfois, c'est des bibliographies de 50 60 références. Ça va dépendre un peu de votre champ aussi. Mais si vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas de citation, vous n'avez pas d'exemple, probablement qu'il vous manque des gros bouts, vous êtes juste dans une pure opinion, d'exprimer vos idées à vous, ce qui n'est pas vraiment bon pour une revue académique. Donc, question pour vous, qu'est-ce qui se passe d'après vous quand vous n'ajoutez pas d'exemple, de citation, d'exemple pour appuyer vos propos? Qu'est-ce qui peut se produire ou qui peut se produire dans la tête des différentes personnes qui vont vous lire? Euh, D'où ils tirent Marianne, ça? oui. Quoi, Clairement, pardon? Mhm. clairement des questionnements par rapport à d'où la personne tient ses arguments ou d'où il peut, justement, d'où il tient ses arguments, ses justifications. Puis, ben, Exactement. nécessairement, en bout de ligne, je doute que l'article soit publié. Exactement, c'est ça. Donc, la personne va dire sur quoi elle se base, d'où elle vient pour affirmer des choses comme ça, sur quel argument, pourquoi je devrais croire que la personne est en train de dire quelque chose de vraisemblable ou d'utile ou cohérent, clair ou autre. Donc, c'est vraiment pour être capable de justifier, amener différentes raisons pour vous prémunir contre différentes objections possibles. Puis même parfois, c'est bon d'inclure différentes objections possibles en disant, nous affirmons cela. Plusieurs auteurs dans la littérature disent le contraire. Donc là, vous avez intégré des différentes objections possibles, puis vous pouvez répondre à ces différentes objections-là après aussi. Donc, ce qui permet de dire que vous prenez en compte les points de vue contradictoires, mais ça ne vous empêche pas d'avancer certaines idées en amenant des nuances par la suite. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Alexa, oui? Euh, j'ai remarqué, ça arrive souvent, mais pas tout le temps, que le paragraphe d'intro Mhm. fait des affirmations quasiment sans justifier, sans se Oui, référer. ouais, c'est Et vrai au par la début. suite, on le décortique, puis on fait les références. Mhm. Mais parfois, ça a pour impact quand c'est des affirmations très grosses.
ça a l'impact sur moi. Wow, OK, ça sort d'où ça, cette affirmation-là? Euh, Exactement. Mhm. Est-ce que tu as une opinion sur cette pratique-là? Quand est-ce qu'il faut commencer pour bâtir sa légitimité dans l'argumentation? Ouais, très bonne question. Je dirais aussi que ça dépend du ton, du style des auteurs, autrices. Il y a quelque chose de genré aussi parfois. Des fois, comme les hommes ont tendance à faire des affirmations très grandes, dire des choses comme si c'était des vérités objectives, évidentes pour tout le monde, alors que dans d'autres, on y va plus sous le mode de l'hypothèse, de tentative, d'affirmation qu'on va essayer d'explorer davantage ensuite. Je dirais que ça dépend, en fait, c'est qui notre public dans la recherche, dans notre communauté, à qui on s'adresse aussi. Euh, Dans l'introduction, je dirais que c'est l'endroit où on peut peut-être le plus affirmer des choses sans devoir immédiatement justifier puis mettre plein de références puis plein d'arguments parce qu'on n'a pas le temps. Plutôt, ça va venir après, mais il faut annoncer très tôt. Nous soutenons la thèse suivante, ou ceci est une thèse controversée, ou nous croyons telle chose, ou nous voulons démontrer, ou nous voulons étudier tel type de phénomène, c'est un truc plus empirique. Nous allons voir dans l'article sur quoi repose notre affirmation, notre étude, sur ça, puis on va le démontrer après. Donc, je dirais qu'on peut se lancer dans des affirmations au début, dans l'introduction, mais ça dépend, c'est un ton qui est péremptoire, c'est-à-dire on fait une affirmation comme ça qui a l'air complètement lancée, qui repose sur rien. On y va de façon plus douce, plus sous forme d'hypothèse. C'est peut-être un peu plus prudent de faire ça comme ça, je dirais. Donc, ce serait un peu mon argument. Je réponds peut-être pas très bien, mais ce serait ma façon de répondre. Ça va dépendre du type d'article, puis du type de revue, puis voir ce que les autres auteurs et autrices ont écrit, puis s'ils ont des styles plus affirmatifs ou plus où ils donnent des justifications, des arguments déjà dans l'introduction, mais souvent ça arrive un petit peu plus tard. Samantha, oui. Oui, petite question. Justement, quand je vais donner un exemple concret dans le cadre de mon projet de thèse, une des Mhm. critiques de mon comité, c'était que j'avais la difficulté à me positionner. Vu que c'est un sujet qui me touche personnellement, que j'ai vécu, mais que le sujet n'est pas moi, mais plutôt les personnes concernées. euh, Ouais. j'ai comme l'impression qu'il y a comme une difficulté à comme ne pas prendre part nécessairement dans du sujet, mais en même temps, je me sens concernée. Fait que ce serait quoi Mhm. le truc justement pour pas que ça teinte non plus l'article scientifique quand le sujet est vraiment très proche de soi? Comme c'est quoi le Ouais. truc? Je sais pas si tu as des Mhm. trucs à me donner plutôt. C'est ça, ouais, oui. Mais je dirais que ça va dépendre peut-être, encore une fois, dans la revue, le contexte. Si c'est, mettons, dans un truc plus grand public ou dans un livre, dans un article X ou Y que tu écris ton texte, puis que là, tu peux prendre plus une posture de réflexivité, questionnement, tu te poses des questions, puis dans une posture comme plus interrogative qu'affirmative ou assertorique, qu'on dit des fois avec des affirmations, des arguments clairs. Là, tu peux avoir ça dès ton introduction. Amener déjà ton approche. Il y a tel enjeu, tel problème que ça pose, les questions que tu amènes. Mais il faut quand même, je pense que dans le cadre d'un article publié dans une revue, il faut qu'il y ait quand même une hypothèse ou une affirmation sur laquelle tu découles à la fin, qui est comme une prise de position temporaire en disant, je vais explorer telle piste ou je vais aller dans cette direction-là. Puis il faut que ça aboutisse d'une certaine façon à ça pour savoir vers où tu t'en vas par la suite. Euh, Puis je pense que les remarques sur les enjeux de positionnalité, ou c'est un sujet qui me concerne personnellement, soit qu'on le met dans l'introduction puis on le met d'emblée là, ou même à la limite, ça peut être une genre de sélection en soi dans le corps du texte qui touche soit la méthodologie ou soit certaines remarques sur ça aussi. Donc, je dirais que c'est très, très important de le mettre si c'est un enjeu qui est utile pour comprendre ce que tu veux amener, en fait. C'est pas tous les articles qui font ça, mais de plus en plus dans les approches critiques, intersectionnelles et autres, féministes, la question de où est-ce qu'on se situe par rapport à notre propre objet de recherche. Là, le jeu entre en jeu ou moi, comment je me situe dans le monde, puis là, ça devient utile, pertinent de le mettre de l'avant. Alors que dans d'autres articles, c'est comme si le jeu n'existait pas, que c'était juste un pur algorithme qui avait écrit l'article. C'est comme un peu plus désincarné. Fait que ça va dépendre un peu. Euh, Si j'aurais pas beaucoup d'autres exemples concrets, mais peut-être que vous en avez d'autres aussi en tête. Super. Donc, je regarde le temps. Je pense qu'on va dépasser légèrement un peu plus, mais on va pas aller jusqu'à 1h30 parce que j'ai un cours qui enchaîne. Si vous voulez, peut-être une dizaine de minutes parce qu'on a commencé plus tard aussi à propos de notre pour ça.
Important, je ne vais pas faire un cours 101 pour la question des références, plagiat, citation, mais je dirais que le plus important, c'est que vu que vous allez fort probablement vous situer, référer, rentrer en dialogue avec beaucoup d'autres auteurs et autrices que vous allez utiliser dans vos références, ne pas utiliser une surabondance de citations. Donc, la plupart du temps, c'est de reformuler dans vos propres mots des paraphrases, différentes idées. N'oubliez pas de mettre évidemment la référence d'auteur quand vous reprenez une idée, même si vous la reprenez dans vos propres mots. Mais si vous l'avez tirée de quelque part, de la mettre dans votre référence, ça va appuyer un peu ce que vous êtes en train de dire actuellement. Puis là, vous pouvez le faire soit de façon explicite, comme le dit Nancy Fraser dans son livre La La La. C'est important de faire ça. Vous pouvez le dire comme ça. Vous pouvez dire là, vous pouvez dire un argument direct de cette autrice-là. Par exemple, le capitalisme est un ordre social institutionnalisé parce que là, là, là. Puis là, vous mettez juste son nom ou dans la référence comme note de bas de page, sans dire que c'est la personne qui le dit. Ça dépend un peu comment vous allez amener la phrase, mais c'est important vraiment de donner toutes les références quand vous faites ça, de privilégier le fait de reformuler dans vos mots que de citer directement l'auteur ou l'autrice. Parce que sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que votre article va être juste un tissu de citations de beaucoup de gens. Puis là, il y a des enjeux parfois aussi. On se dit, OK, est-ce qu'il faut que je cite ou il ne faut pas que je cite ou je me fasse référence? Puis j'ai vu parfois aussi un article que la personne avait écrit, c'était à 75% des citations. Donc, c'était juste un tissu de citations. Je dis, mais là, où est-ce qu'elle est la partie que vous avez amenée directement dans votre article. Donc, c'est important d'y aller de façon assez parcimonieuse. Je dirais pas plus de 10-15% de votre article sous forme de citation. Ça se peut qu'il n'y en ait pas du tout. Il faut qu'il y ait des références, évidemment. Puis c'est pas juste de prendre une phrase de l'auteur, changer un mot ou deux, puis vous la reprenez comme telle. C'est vraiment de retravailler la phrase ou les mots, les idées complètes pour exprimer ça dans vos propres mots. Donc ça, je dirais que lors de la paraphrase, ça s'acquiert en faisant beaucoup. Quand vous avez trop de doutes, utilisez des citations, mais je dirais privilégier vos propres mots. Des citations, ça va juste après pour appuyer, pour donner différents exemples de ce que vous êtes en train d'amener comme argument. Les citations liées à ça aussi, comme je l'ai dit, façon parcimonieuse, pas trop, mais en avoir juste assez pour que ça puisse bien appuyer vos propos, puis faire clair, puis ça permet de donner une certaine élégance au texte un peu aussi parfois. Parfois, vous pouvez en mettre aucune citation, puis ça va être bon aussi. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'ai une chambre de la philosophie qu'on se réfère à d'autres auteurs, puis souvent, c'est bon de citer des auteurs un peu ici et là pour donner un peu plus d'appui, d'arguments d'autorité parfois qu'on fait, parce qu'on se réfère à d'autres gens qui ont écrit des choses intéressantes avant nous. Euh, Important de toujours aussi expliquer vos citations, les introduire, puis expliquer pourquoi vous avez cité ça. Parfois, il y a des gens qui amènent une phrase, citent un auteur, enchaînent sur une nouvelle idée. On ne sait pas pourquoi la citation est là. Donc, si vous n'avez pas dit pourquoi, comme selon tel auteur, il est important que, tada, puis là, vous mettez la citation, puis là, vous revenez sur cette citation, c'est bien que votre citation soit vraiment utile. Si vous ne faites pas ce travail-là, peut-être que votre citation ne sert à rien, puis il vaut mieux l'enlever tout court. Puis ensuite, je ne vais pas pouvoir passer beaucoup de temps sur ça, mais sur les guides des citations référencement, chaque revue, chaque livre, chaque maison d'édition a ses propres critères internes. Fait qu'il n'y a pas de convention universelle. Il y a le style Chicago, APA pour American Psychology Association. Parfois, c'est la méthode auteur-date. Donc, vous avez le nom de famille de l'auteur, la date de l'ouvrage, de l'article, puis la page s'il y en a une. Parfois, c'est par des notes de bas de page ou des notes de fin de page, plutôt des notes de fin de texte ou de document aussi. Ça va dépendre. Puis là, quand vous allez écrire votre article, avant de vous mettre à écrire, allez voir la référence, en fait, le système de référencement de la revue dont vous allez essayer de soumettre votre article. Donc ça, je vais vous montrer un peu comment faire ça par la suite, mais après ça, ça va être beaucoup plus simple que de tout écrire et de tout devoir refaire le style par la suite. La structure du paragraphe, c'est des choses de base, c'est introduction, des arguments, conclusion de votre paragraphe, ou si vous voulez sauver du temps, juste une transition pour annoncer ce qui s'en vient ensuite. Donc, ça a l'air de base, mais chaque paragraphe, des fois, il n'y a pas de l'introduction, et à la fin, on passe à une autre idée, mais il n'y a pas de, c'est pas vraiment fluide, puis on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on enchaîne sur une nouvelle idée par la suite. Marianne, oui. Jonathan, est-ce que c'est à dire Oui. à ce moment-là que idéalement, il faudrait, parce que tu sais, souvent, j'imagine qu'on écrit un article en disant je vais essayer de l'envoyer à plusieurs revues différentes. Ouais.
Si c'est le cas, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut réarranger notre article? Dans le fond, on se retrouve à écrire 3 articles différents un peu? Tu Ouais. comprends tout ce que Mais je veux en dire? fait, ouais, mais c'est une bonne question. Je dirais, avant même de commencer votre article, puis là, je vais vous montrer ça par la suite, j'aurais pu commencer par ça, c'est voir où vous allez publier. Des fois, on peut commencer par là, puis après ça, vous écrivez votre article en fonction de la revue que vous avez écrite. Parce que ça va vous aider à dire, ah, ça serait bon que chez tel auteur qui a aussi écrit dans cette revue-là. Ça va me permettre de savoir avec qui je vais être en dialogue, c'est quoi les différentes attentes ou le style d'écriture dans cette revue, c'est quoi les normes de présentation bibliographique. Puis là, vous allez concevoir votre article entièrement en fonction de cette hypothèse que vous allez l'envoyer dans la revue X. Ce que je vous propose de faire, c'est de ne pas juste faire ça, parce que des fois, la revue, ça se peut que ça ne fonctionne pas, qu'elle dise non, finalement, que votre article n'est pas accepté pour diverses raisons. Donc, avoir prévu un plan B ou un plan C. Donc, déjà d'avoir identifié 2, 3 revues possibles banalement, puis aller voir le nombre de mots aussi que vous pouvez écrire dans chacune des revues. Donc, si c'est une revue qui dit on peut aller jusqu'à 11 000 mots, puis il y a une autre revue que vous avez publiée, c'est jusqu'à 5 000, 6 000 mots, là, votre article puis votre argumentaire va être complètement différent. Vous ne pourrez pas développer les mêmes types d'idées. Mais si 2 revues sont approximativement du même nombre de mots, disons entre 6 000 et 7 000 mots, qui a à peu près le même nombre d'espaces, que le style de. Puis là, il y a juste les notes de bas de page bibliographie qui est différente. Je dirais dans ce cas-là, c'est bien parce que vous pouvez écrire le même article, le soumettre dans une revue d'un côté. Après ça, vous retravaillez le même. En fait, vous reprenez le même article, vous changez le système de référencement. Si vous utilisez Zotero ou autre chose, ça permet de faire ça automatiquement. Sinon, vous devez le faire à la main, en fait, à la mitaine. Puis vous allez le soumettre dans une autre revue par la suite, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais souvent, moi, ce que j'ai fait dans le passé, c'est que j'écrivais un article, là, je ne savais pas où publier, j'allais publier, puis je dis, ah merde, le nombre de mots, ça ne marche pas, mon article est beaucoup trop long, il faut que je le réécrive. Puis là, maintenant, quand je veux écrire des articles, je cible où je veux écrire avant. Puis là, j'écris en fonction de ça, puis ça me permet de augmenter mes chances d'être publié par la suite. Donc, ça serait peut-être mon truc ici, je dirais. Parfait. Qualité d'un bon paragraphe, puis là, j'ai presque fini, on arrive avec les revues après. La qualité d'un bon paragraphe, la clarté, donc d'être extrêmement précis. C'est une phrase qui est confuse, qui prête à confusion, qu'on ne comprend pas bien, c'est pas bon. Réécrivez pour être clair. C'est souvent en allant faire lire votre article à des pairs, en le présentant à vos collègues à différents endroits, à votre superviseur de thèse ou autre chose, que vous allez avoir plus d'idées. Est-ce que c'est vraiment clair? Est-ce que chaque phrase dit ce qu'elle veut dire et pas autre chose? Premier élément. Cohérence, l'articulation logique de votre propos d'ensemble. Est-ce que l'argumentation se tient? Des fois, on part dans une direction, on va exprimer une chose, puis on répond à un autre argument, puis on va comme en zigzag. C'est pas recommandé habituellement, quoique des articles parfois sont très bons qui vont un peu dans cette direction-là, mais je dirais d'être le plus clair et cohérent possible. La rigueur, ça vient avec les différents arguments, justifications, exemples, sources que vous allez avoir. La pertinence, c'est-à-dire pour chaque propos, est-ce que ça permet d'éclairer ce que vous vouliez faire dans votre article? Est-ce que ça facilite la compréhension? Est-ce que c'est utile pour être capable de mieux comprendre l'enjeu que vous essayez d'explorer dans votre article? Puis la concision, ça, c'est quelque chose qui est vraiment travaillé, surtout pour les articles académiques qui sont souvent avec un nombre de mots limité. C'est d'arriver avec le minimum de mots, mais avoir le maximum d'impact possible que vous pouvez dire en peu de phrases. Donc, vous n'avez pas tant le loisir privilège, comme dans une thèse parfois, d'argumenter, approfondir. En fait, vous avez le temps d'argumenter, mais de explorer, répéter, revenir. Il va faire en sorte que chaque phrase soit vraiment utile. Donc, est-ce qu'on pourrait l'enlever? Si on l'enlève, que le reste du propos se tient, tant mieux. Mais si vous en enlevez puis vous êtes là, il y a vraiment quelque chose qui manque dans mon propos, ça veut dire que votre phrase est vraiment utile, puis vous devez avoir assez de choses pour être capable de montrer votre point initialement. Donc, c'est un art qui est difficile. Moi, j'ai souvent un peu de difficulté avec la concision. Parfois, je veux écrire un article, là, je m'amasse avec le double du nombre de mots que la revue. Ah, mais c'est parce que je présente 3 idées différentes dans mon article. Je dis, ah, peut-être qu'il faudrait juste que j'en présente un des deux, puis je dis, je vais faire un article sur ça, un article sur ça, un article sur ça, parce que j'en ai trop dans mon article, en fait. Donc, des fois, c'est un peu dans cette considération. Ça, pourquoi c'est utile de faire un plan dans votre travail avant. Si vous ne faites pas de plan, ce qui risque d'arriver, c'est que votre article va croître comme ça, puis il va être beaucoup trop long par la suite. Donc, ça, c'est vraiment les considérations générales d'écriture. Puis là, avant de rentrer dans le monde des écosystèmes, est-ce que vous avez des questions, commentaires sur ce que je viens d'écrire? Ça semble bien aller. Parfait. Donc, écosystème de publication, et je vais finir avec ça. C'est peut-être un peu le début de votre réflexion.
Vous pouvez le faire aussi après. Il y a des gens qui écrivent leur article qui se posent la question après, dans quelle revue je veux publier la chose. Donc, je vais vous montrer un peu c'est quoi les types de revues de Tribune qui existent, comment trouver la revue pertinente par rapport à votre champ d'études, importance de construire sur ce qui existe déjà, je l'ai déjà un peu mentionné, guide des directives de publication, processus éditorial, qu'est-ce que ça implique, puis Google Scholar, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. Donc, pour commencer, où publier? Les revues révisées par les pairs, qu'est-ce que ça implique? C'est des revues avec un comité éditorial que la maison d'édition, les personnes qui sont responsables vont recevoir votre article. Ils vont avoir accusé de réception. Habituellement, il y a un comité éditorial qui jette un petit coup d'œil en disant est-ce que votre revue, en fait, est-ce que votre article fit dans la revue? Des fois, ils vont dire désolé, nous n'allons pas publier votre article parce que c'est pas vraiment dans le champ ou le spectre ou la portée de ce qu'on fait. On vous incite à publier ailleurs. Parfois, ils vont dire l'article ne nous apparaît pas de qualité suffisante, ça peut être ça. Puis ils vont vous dire de publier ailleurs. S'ils trouvent que c'est utile puis globalement intéressant, ils vont l'envoyer à 2, voire 3, voire 4 parfois évaluateurs ou évaluatrices externes qui généralement ne vont pas avoir votre nom. Donc, c'est en double aveugle. Donc, ils vont lire l'article, ils vont faire un commentaire précis, puis qui vont soumettre après, est-ce que c'est accepté sans modification, accepté avec modification mineure, majeure, refusé. Puis là, après ça, il y a une argumentation, puis je vais vous expliquer un peu après comment ça se passe, mais vous allez devoir travailler votre article. L'autre élément qu'on voit souvent puis qui marque ici, je vais aussi par ordre de points que ça compte dans le champ universitaire ou académique. Article révisé par les pairs, c'est ce qui compte le plus avec des livres académiques, donc des ouvrages collectifs ou des monographies dans des presses universitaires. Et là, au sein des presses universitaires et au sein des revues, il y a aussi des rangs différents. Nous, du côté de l'Université Saint-Paul, on n'est pas une université de recherche comme l'Université de Toronto, McGill, Harvard, Cambridge, Yale, compagnie. Donc, ils sont moins stricts un peu sur, OK, tu dois avoir publié dans les top revues à High Impact Factor. C'est quelque chose même que moi, je ne maîtrise pas tout à fait. Vous pouvez aller voir en ligne si vous écrivez le nom de la revue Impact Factor. Il y a des outils de recherche pour voir c'est quoi le niveau. Et des High Impact Factor Reviews, c'est des revues généralement en fait d'échelle internationale qui sont beaucoup cités et qui valent beaucoup de points dans certains systèmes de calcul de votre niveau de pertinence, de la qualité des publications. Pour moi, je trouve que c'est un système un peu élitiste, capitaliste, axé sur on va juste viser le maximum ici et là. Donc, allez pas vers ce genre de choses-là nécessairement, mais allez vers des revues révisées par les pairs quand même, d'en avoir un peu si vous voulez faire une carrière académique par la suite, d'avoir des revues révisées par les pairs, ça va être incontournable. Puis parmi les presses universitaires, d'aller vers Routledge, c'est pas la même chose que d'aller vers Oxford University Press, qui est plus prestigieux. Mais après, presse Université de Montréal, presse Université d'Ottawa, c'est bon aussi, c'est des presses universitaires, ça va être révisé par les pairs. Ensuite de ça, il y a d'autres revues qui peuvent être de très bonnes revues, excellentes revues, qui sont souvent non révisées par les pairs ou sans comité de lecture. Le comité de lecture, c'est des gens qui vont pas avoir votre texte à l'aveugle. Ça va être un très bon travail éditorial. Ça se peut que la revue publie des excellents textes, mais ça sera pas la même chose qu'une revue révisée par les pairs. Mais je vous incite à aller publier dans ce genre de revue-là aussi. Ça peut être utile, puis vous être lu par d'autres gens. Parfois, il y a des revues peer-reviewed, super high factor, que votre article va être lu par 5 ou 6 personnes dans le monde, puis ça n'aura pas beaucoup d'impact en termes de reach, mais ça compte parce que ça vaut beaucoup dans un ranking universitaire. Ensuite, évidemment, il y a des livres grand public, éco-société, luxe, boréal, des grandes maisons d'édition. Ça peut être utile dans votre CV universitaire d'avoir publié pour des maisons d'édition diverses. Ça compte parce que vous êtes lu, vous avez une pertinence, vous jouez un rôle dans l'espace public, c'est bien. Mais après ça, ça dépend si vous voulez faire une recherche académique universitaire. Il faut aussi que vous ayez publié un peu dans les ouvrages des revues universitaires ou autres. Puis, évidemment, vous pouvez publier dans des blogs, des magazines, des articles de journaux, des lettres ouvertes, c'est autre chose aussi. Puis ça dépend de ce que vous voulez faire. Je vois le temps qui file, j'ai presque fini. Comment trouver la revue qui est utile pour vous? Allez voir dans les différentes opportunités à saisir de votre côté sur les appels à communication pour des colloques dans votre champ d'intérêt. Des fois, il y a des dossiers spéciaux de revues. Donc, allez sur Google Scholar, allez voir les revues qui vous intéressent. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3 que vous citez beaucoup, vous utilisez beaucoup dans vos propres recherches. Allez voir ce qui s'est fait, puis vous dites, hey, il y a un nouveau numéro prévu pour automne 2023-2024 sur tel sujet. Ah, je pourrais soumettre un article parce que ça fit avec mon champ de recherche de ce que je suis en train de faire déjà. Donc, il y a comme ces petites opportunités-là
Parfois, vous pouvez vous inscrire, en fait, à différentes infolettes de maisons d'édition, de presse universitaire ou autres. Moi, en fait, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas très bien connecté. Donc, j'ai des amis qui reçoivent plein d'appels de textes, de colloques, de conférences. Moi, j'en reçois pas beaucoup. Ça doit être parce que je ne fais pas ce travail-là de me mettre dans des infolettes où j'essaie d'en enlever le plus possible pour pas être sollicité. Mais ça peut être utile aussi pour avoir différentes opportunités. De aller à des colloques, de participer à des activités de recherche scientifique, c'est utile aussi. Donc, de bouche à oreille, d'aller voir ce qui se passe, de discuter avec votre superviseur, de dire, mais là, j'ai envie d'écrire sur ça, qu'est-ce qui existe? Allez voir, en fait, c'est quoi vos différentes revues qui fit avec votre champ d'intérêt de recherche et vos propres disciplines. Puis souvent, les universités puis les institutions académiques vont avoir leur propre revue interne. Donc, par exemple, l'Université d'Ottawa, presse de l'Université d'Ottawa, moi, par exemple, je vais publier une version remaniée de ma thèse dans cette université-là, en fait, dans cette presse universitaire. Pour le CRITS, par exemple, nous, on a les notes de recherche du CRITS puis le blog du CRITS. Puis là, je le dis aux étudiants qui sont en train de faire leur stage. Si vous voulez publier, vous pouvez soit viser une revue révisée par les pairs ou venez publier dans le blog du CRITS plus directement. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez faire aussi, puis ça peut aussi valoir des points. Donc, ça ressemble à ça. Et l'avertissement, faites attention aux journaux prédateurs. Donc, des fois, vous allez peut-être recevoir des courriels en disant, nous sommes une revue de très haut calibre, vous pouvez publier chez nous, on a vu que vous aviez publié ça. Des fois, ils ont trouvé votre profil sur Academia, donc c'est comme un genre de portail que vous pouvez mettre vos différents articles. Ils vous ciblent, ils disent venez publier, mais après ça, ils vont souvent vous demander de l'argent pour publier votre propre article. Mais c'est comme un peu, souvent, c'est des scams, ou ça peut être un peu des systèmes de fraude. Des fois, c'est sur une base, c'est juridiquement légal, mais c'est pas tout à fait éthique. Puis, ils peuvent vous demander de l'argent pour publier des choses, puis après, ça vaut pas beaucoup de choses dans une revue universitaire, puis on peut se faire avoir. Et comme anecdote, je vous partage ça ici en toute humilité. Moi-même, je me suis fait avoir par une maison d'édition prédatrice quand j'ai fini d'écrire ma maîtrise en philosophie. Parce que j'ai reçu un courriel des presses francophones européennes, quelque chose comme ça, qui disait, nous avons lu votre article, en fait, votre thèse sur la science et la religion dans la philosophie de Whitehead. Nous voudrions publier votre texte. Voici notre maison d'édition. Je suis allé voir leur site web. C'était très propre, professionnel et autre chose. J'ai fait les démarches. Là, je pouvais comme auto-éditer mon texte. Puis il y avait tous les systèmes de contrat, de redevance, de ça. J'ai regardé. J'ai fini par faire le processus d'édition. Donc ça, je trouvais que je me suis mis à avoir un doute. On dirait que j'étais en train de me faire avoir un peu. Mais finalement, en fait, j'étais rendu trop loin dans le processus. Et là, ils ont publié mon texte, mon livre, qui est à vendre sur Amazon. J'ai pas reçu de redevance de ça jusqu'à maintenant. Ça a été publié. Ce qui est bien, c'est que ma thèse est déjà disponible librement, de façon ouverte. Mais je me suis fait avoir par une maison d'édition prédatrice d'Europe parce que j'étais un peu comme ému, flatté. Je suis comme, hey, quelqu'un vient me voir pour que je publie ma thèse. Mais moi, je pensais pas aller voir cogner à des portes pour aller voir ça. C'est plus rapide. Puis je m'étais pas posé de questions à l'époque. C'est pas la fin du monde non plus, mais c'est juste que là, cette chose-là, je cite que j'ai fait une thèse sur tel sujet. Je cite que c'est disponible en ligne, mais je vais pas citer ce journal, cette maison d'édition prédatrice. C'est quelque chose que vous ne devez pas mettre dans votre CV universitaire par la suite parce que ça va vous enlever des points. Donc, pour moi, j'ai vu ça, bon, c'est une forme d'apprentissage. J'étais encore jeune et optimiste et naïf un peu par rapport à ce monde-là. Pourquoi une maison d'édition voudrait publier quelque chose puis être un peu croche, mais c'est des choses qui peuvent exister. Donc, soyez prudents. Si vous avez des doutes, est-ce que c'est une revue prédatrice ou non? Allez faire une recherche double Google Company. Il y a des listes de journaux de genre qui existent. Je vois le temps qui file, j'ai presque fini. L'importance de construire de ce qui existe déjà, je répète un peu, c'est les éléments de ancrer votre travail dans un champ de littérature existant, augmenter la probabilité que d'autres personnes puissent vous lire ou vous citer par la suite. Ça permet d'augmenter aussi différents appuis, exemples, citations pour apporter plus de poids à vos différents arguments, de voir que vous amenez une toute petite touche ou une pierre à l'édifice global de la connaissance. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir qu'est-ce qui s'est publié dans des revues, puis dans des revues avec des thèmes proches de ce qui vous intéresse aussi. Pour faire ça, c'est lire des articles dans ces revues-là, aller voir les directives de chaque article, aller voir le nombre de mots total que vous pouvez écrire pour vous donner un range de ce que vous pouvez faire, puis les styles de référence à adopter par la suite. Et pour faire ça, je vais vous donner un exemple avec Caen après. Je vais arrêter le partage d'écran ici. Je vais vous montrer assez rapidement sur Caen. Ici,
Je vais refaire un partage d'écran. Désolé, ça ne sera pas trop long. Ici, quand vous allez sur ce site, par exemple, donc ça, c'est une des bases de référence de 590 revues francophones, en fait. Puis en différentes disciplines, vous pouvez écrire un mot-clé pour trouver un article sur un sujet X ou Y. Si vous allez, par exemple, dans les revues, ici, je clique, par exemple, sur sociologie et société. Là, il y a différentes revues, mais vous pouvez encore écrire ça dans des éléments. Ici, il y a différentes revues. Puis là, c'est remis à jour à différents endroits. Par exemple, vous avez une revue Histoire, Matérialité, Muséographie, Collection océanienne. Bon, c'est extrêmement précis. Si vous allez voir ça sur le site, ce qui est intéressant à aller faire, c'est d'aller voir, cliquer sur non seulement l'article lui-même, mais cliquer sur le type de la revue. Puis à propos de cette revue, puis là, ça va expliquer ici le but de cette revue, quand elle a été créée, et voir ici, est-ce que c'est une revue révisée par les pairs ou non. Donc, une charte éthique ici, ça indique pas que c'est révisé par les pairs, donc j'ai un doute. Donc, dans ce cas-là, vous devez aller voir sur le site de la revue pour aller un peu plus loin. Moi, ce que je fais parfois, c'est que je vais vous donner un exemple, revue de recherche sociologique, qui est une revue qui est révisée par les pairs. Là, j'essaie de me connecter. Revue de recherche sociologique. Ah, non, revue française de sociologie, pardon. Sur cette revue, ce que vous allez voir, il y a un peu plus d'informations. Il y a le nom des auteurs. Ici, ils disent conditions d'envoi des manuscrits. Ici, en fait, souvent, dans les articles révisés par les pairs, c'est pas juste avec un email. Vous allez sur le site, il y a une instruction aux auteurs, vous entrez dans votre formulaire en ligne, vous devez indiquer dans quelle université vous êtes, si vous êtes dans une université, vos informations à vous, envoyer l'article avec un document attaché. Ils vont expliquer c'est quoi le processus d'évaluation ici. Ils vont vous expliquer le nombre de signes. Ici, c'est pas en nombre de mots, mais c'est vraiment en nombre de signes de caractères. Puis vous devez vraiment respecter ces différents critères. Donc, c'est bon d'aller voir dans votre revue, voir c'est quoi les critères de base, comment soumettre l'article, puis d'aller voir ensuite dans cette revue-là les derniers numéros qui ont été écrits, par exemple, ou des numéros anciens qui portent sur un sujet qui est proche. Puis à partir de ça, vous pouvez aller voir les articles qui sont écrits, le style, puis essayer d'imiter le style un peu de la revue elle-même. Donc, je dirais que c'est par imitation que vous allez pouvoir trouver ce genre de choses. Donc, je pense que c'est ça que je voulais vous montrer dans le cadre de cette présentation. J'ai pris un peu plus de temps. Peut-être le dernier élément que je voulais vous montrer, ce ne sera pas très long, c'est en fait le processus d'édition. Puis je vais prendre vos questions pour on va se laisser par la suite. Donc, pour ce qui est du style d'édition, excusez-moi, j'essaie d'aller par la suite. J'essaie de me connecter. Ce ne sera pas très long. Ici, je vais là. Parfait. Excusez-moi. Donc, pour les différentes étapes ici, vous soumettez l'article. L'article révisé par les pairs va être évalué par le comité d'édition de la revue dans un premier temps, soit qui est rejeté à droite, soit qui est envoyé aux reviewers, aux 2 ou 3 évaluateurs. Ensuite, lorsqu'il y a une révision qui est requise avec modification mineure, majeure ou autre chose, ça revient vers vous. Ce qui est bien, c'est que vous devez par la suite, après, indiquer ce que vous avez ajouté, enlevé, modifié, avec vraiment page par page, dire pourquoi vous avez apporté la modification, puis une petite explication en quoi votre ajout, modification répond à la remarque de votre évaluateur 1 ou 2. Puis parfois, je vous avertis, il y a l'évaluateur 1 qui est super gentil, comme un genre de mythe de la nature, puis évaluateur 2, c'est vraiment absolument terrible, extrêmement strict, sévère. Donc, vous pouvez avoir des disparités très, très grandes dans les styles d'évaluation que vous allez avoir. Ensuite, vous répondez à ces différentes personnes-là. C'est resoumis ensuite à l'éditeur. Après ça, il est accepté. Après qu'il est accepté, vous devez, la plupart du temps, faire une révision bibliographique, linguistique après coup. C'est envoyé en production, puis il y a la publication qui est faite. Et entre le début et la fin du processus, parfois il y a des revues quand ça se passe vite en 1 an, 1 an et demi. Parfois, ça peut prendre 2 ans en tout entre le moment que vous soumettez et c'est publié au final.
Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est de dire, quand vous avez soumis un article dans votre CV universitaire, dire article soumis. Si votre article a été accepté avec modification, vous l'indiquez dans votre CV universitaire aussi. Si il est comme accepté sous presse, là, vous pouvez l'indiquer. Publier aussi, vous le mettez tout court. Donc, vous pouvez quand même dire des choses qui ne sont pas encore publiées officiellement, mais vous devez indiquer précisément où est-ce que c'est rendu. Parfois, dans des demandes d'emploi pour l'université ou autre, on va vous dire est-ce que vous avez des preuves que votre article a été soumis ailleurs. Fait que vous ne devez pas avancer des choses qui sont fausses, mais vous pouvez avoir des lettres de confirmation que votre article a été accepté, modifié ou autre chose. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation et j'ai mon cours qui enchaîne bientôt, mais est-ce que vous avez une question avant qu'on se laisse sur ce processus d'édition pour des revues universitaires? Super. Mais merci pour vos remarques et questions par rapport à ça. Si vous avez des questions par la suite, on va pouvoir avoir des discussions un par un à travers le stage du CRITS, à travers nos relations de supervision ensemble aussi. N'hésitez pas à les demander à votre superviseur, directeur, directrice de thèse aussi, à vos professeurs, puis à présenter vos idées à vos collègues. C'est ça qui va vraiment être capable de renforcer votre article avant que vous le soumettez à une revue officiellement par la suite. Donc, je conclurai avec ça. Merci beaucoup, puis on